Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. On se trouve aujourd'hui du côté de Saint-Gervais. Pour démarrer cette émission, on est dans le parc des Thermes de Saint-Gervais, bien évidemment. On vous fera découvrir également la maison forte de Haute-Tour. On ira visiter l'église de Saint-Gervais, mais aussi celle de Saint-Nicolas-de-Véros, très emblématique. Bref, un programme encore très chargé pour ce nouveau numéro. Sans plus tarder, c'est parti, on vous emmène, c'est Vue d'ici. Alors Olivia, vous êtes médiatrice culturelle, on démarre cette émission. Où est-ce qu'on se trouve exactement? Alors ici, on est à la maison forte de Tours, donc à Saint-Gervais, précisément dans une alcôve dédiée au secours aux montagnes. Alors c'est quoi ce lieu? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors ce lieu, c'est donc une ancienne maison forte qui date environ du XIIIe siècle, qui a eu une vie un petit peu architecturale mouvementée, mais qui aujourd'hui, depuis décembre 2012, a été restaurée et qui est aujourd'hui un lieu culturel avec une partie dédiée au patrimoine local et à l'histoire de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais, et puis également une partie d'exposition temporaire et plus de création plastique. Alors vous l'avez dit, c'est une ouverture en 2012. Cette restauration, elle a été essayée d'être faite au plus proche de ce que c'était au début. Voilà, tout à fait. Donc cette restauration, il y a eu des fouilles qui ont été menées et l'idée c'était de lui rendre son aspect architectural du haut Moyen-Âge, en fait là où c'était l'apogée architecturale de cette maison forte. C'était pas tellement un système défensif, mais plutôt de montrer son pouvoir. Et aussi, vous en avez plusieurs maisons fortes à Saint-Gervais. Et cette maison forte aussi, elle se trouve à un lieu un petit peu particulier de Saint-Gervais puisqu'elle marquait l'entrée nord du bourg de Saint-Gervais. Et la route arrivait depuis Chamonix et ça permettait aussi à ces châtelains de prélever une taxe de passage et donc de réguler aussi toute l'entrée dans la vallée du Val-Montjoie. Alors aujourd'hui, quand on vient se rendre dans cette maison forte, on a donc une exposition qui nous explique un petit peu comment faire l'ascension du Mont Blanc, comment ça se passe cette déambulation. En fait, on propose aux visiteurs de plonger dans l'univers de l'alpinisme tout en racontant l'histoire de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais, qui est une des premières compagnies historiques fondée en 1864 et qui a vraiment aussi participé au développement de Saint-Gervais, bien sûr. Et donc on raconte cette histoire en fait en proposant aux visiteurs de s'immerger dans un stage d'entraînement à l'ascension Mont Blanc, qui est un stage qui est proposé au bureau des guides de la compagnie et qui donc parcourt ce massif à travers différentes randonnées qui permettent de se familiariser avec son guide, d'apprendre à chausser des crampons, de se familiariser avec la glace, pour terminer par l'ascension, par la voie royale, c'est-à-dire la voie Saint-Gervolaine et l'aiguille du Goûter. Il y a aussi une des alcôves qui est dédiée au Malabar Princess. Ça aussi, ça a été un moment historique dans la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. Tout à fait, ça c'est un moment fort dans l'histoire de la compagnie et qui a aussi beaucoup marqué les esprits des habitants de la vallée, puisque donc c'était le 3 novembre 1950 où il y a un avion, le Malabar Princess d'Air India, qui s'est crashé dans le massif du Mont Blanc. Il faisait la liaison Londres-Genève et il s'est crashé en fait une centaine de mètres en dessous du sommet du Mont Blanc, donc au niveau des rochers de la Tournette. Et 5 guides de Saint-Gervais se sont illustrés dans ce sauvetage, puisque ils ont réussi à atteindre les lieux du drame. Alors quelques jours après, puisqu'il a fallu aussi un certain temps, c'était pas à la même époque, donc un certain temps aussi pour localiser le drame. Malheureusement, personne, pas de survivants, mais c'est une scène un petit peu catastrophique, avec plusieurs débris de l'appareil, certains restes un petit peu humains. Ils redescendront et les courriers postaux et ils seront accueillis le soir même
en véritable héros à Saint-Gervais. Ça va être un événement qui va avoir beaucoup de retentissement aussi au niveau national. D'ailleurs, les unes qu'on peut voir dans l'alcôve, c'est des unes de Paris Match, de journaux qui ne sont pas forcément locaux. Et ils vont parcourir un petit peu la France aussi pour raconter cet événement. Il y aura même eu un film après. Il va y avoir un film d'ailleurs assez récent qui racontera cette histoire et ça va mettre un petit peu aussi un coup d'éclairage sur cette compagnie des guides de Saint-Gervais. Les visiteurs, quand ils ressortent, il y en a quelques-uns qui disent, après avoir vu l'exposition et avoir fait ce cheminement, se dire bon allez c'est bon, je me lance, j'y vais. Il y en a certains effectivement qui ont envie de se lancer, il y en a d'autres qui sont un peu plus admiratifs et qui se disent finalement que c'est quand même quelque chose qui reste un petit peu pas forcément accessible. Il y a cette fascination qui est toujours présente et effectivement, je pense que quelques-uns sortent et se dirigent vers le bureau des guides, peut-être directement. Alors, on va parler aussi un tout petit peu, vous l'avez dit en début d'interview, il y a des expositions qui sont, donc l'exposition permanente et des expositions temporaires. Qu'est-ce qu'elles font ces expositions temporaires? Elles ont un lien forcément avec l'exposition permanente ou c'est complètement différent? Alors ça dépend, en fait, c'est au gré aussi de notre programmation. Donc on a effectivement, je dirais 2 à 3 expositions temporaires par an et qui peuvent très bien être en lien avec la montagne. Par exemple, là, on ouvre le 12 avril notre prochaine exposition qui s'appelle Ligne de crête, vision contemporaine de la montagne, où là, en fait, on réunit, c'est une exposition collective avec une quinzaine d'artistes de la création contemporaine. Et l'idée, c'est justement de montrer comment la montagne, qui est quand même un univers particulier, inspire aujourd'hui encore les artistes contemporains, pas forcément dans une représentation très réaliste des paysages de montagne dont on avait l'habitude avec le romantisme et le 19e, mais plutôt qui s'en servent comme motif d'inspiration et source de création. Eh ben, merci beaucoup. Nous, on va continuer notre visite dans Saint-Gervais. On va sortir, on va prendre un peu l'air et le soleil et puis on va aller se balader dans d'autres lieux de Saint-Gervais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Olivia, on est sorti de la maison forte de Haute-Tour. On se retrouve ici dans le parc des Thermes de Saint-Gervais, au pied d'une statue d'un cerf. Qu'est-ce qui fait là au beau milieu de ce parc, ce cerf? Alors ce cerf, il évoque un moment tragique de l'histoire du Val-Mont-Joie, où dans la nuit du 11 au 12 juillet 1892, il y a une énorme coulée de boue qui a dévalé toute la vallée, qui venait de la haute montagne, entraînant avec elle des blocs de glace, de rochers, drainant pas mal de choses. Ça a été très violent, en moins de 10 minutes, ça a tout emporté, plusieurs hameaux du village de Bionnet, Bionasset, et puis qui est arrivé là au niveau des thermes et qui a donc emporté tout le bâtiment des thermes. Et à l'époque, les thermes avaient aussi une partie hôtellerie, et donc c'est une catastrophe qui a fait plus d'une centaine de victimes. On raconte aussi qu'on a retrouvé des corps jusqu'à Bonneville. Ça a été assez violent et évidemment l'idée c'était de gommer assez rapidement. L'activité des thermes a voulu reprendre. Donc on a gommé tous les traces et les stigmates de cette nuit tragique. On a quand même conservé un bloc de pierre de la catastrophe et au-dessus on peut trouver une sculpture avec un cerf et qui évoquerait en fait le fait que ces animaux, souvent on dit qu'ils ont un 6e sens et que peut-être ils auraient senti, puisqu'on raconte qu'il y avait plusieurs animaux qui avaient fui, c'est un petit peu une légende, quelques heures auparavant. Et donc c'est pour ça que ce terme, il est là, ce cerf est là pour rappeler cette catastrophe. C'est une histoire qui reste gravée, hein, qui marque vraiment ici à Saint-Gervais. C'est une histoire qui reste gravée. Ce cerf, il est assez emblématique. Souvent, les enfants ils viennent grimper aussi ici sur ce rocher. Et donc, ça a profondément marqué la vie du village. Oui. Alors, bien évidemment, on parle de Saint-Gervais, on pense aux thermes, forcément, c'est indissociable presque. Quelle est l'histoire de ces thermes ici sur cette commune de Saint-Gervais? Alors, c'est vrai que finalement, Saint-Gervais, il est vraiment né avec le thermalisme. Bien plus que finalement, les guides et la montagne, ils viendront un peu plus tard, grâce notamment aussi aux curistes qui venaient à Saint-Gervais. En fait, c'est un personnage haut en couleur, maître Gontard, qui possédait ce vallon des Bains et qui, en 1806, a décidé d'exploiter cette source
d'eau chaude qui se trouvait dans ce vallon des Bains. En fait, depuis très longtemps, sans qu'on y prêtait beaucoup d'attention, les bergers venaient faire paître souvent leurs troupeaux dans ce vallon des Bains, qui, on avait remarqué, reverdissait un peu plus tôt que les autres au printemps. Et puis aussi parfois, quand quelques bêtes avaient des plaies ou quelque chose, paraîtrait-il que ça cicatrisait ou ça se guérissait beaucoup mieux. Donc Maître Gontard, lui, c'était un homme, voilà, il savait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait vraiment un sens du marketing. Il a décidé que lui, il allait exploiter cette source. Il va faire creuser une galerie et surtout, il va faire aussi analyser l'eau dès 1815 par des médecins genevois qui vont vraiment attester scientifiquement des bienfaits de cette eau thermale de Saint-Gervais, notamment pour les affections de la peau. Et donc il va faire construire très vite un petit manoir, un petit peu flanqué de 2 tourelles, et il va développer les soins à Saint-Gervais. Alors, vous l'avez dit, on l'a créé dans les années 1800. Et puis ensuite, comment ça évolue ce thermalisme ici? Maître Gontard, lui, il va justement avoir à cœur de développer aussi un endroit très chaleureux, très vivant, et il va aussi un peu prendre le contre-pied de certaines stations thermales qui sont un peu réputées pour leur ennui parfois et des choses plus médicales. Donc vraiment très vite, Saint-Gervais va devenir un lieu où les voyageurs en route vers Chamonix et les glacières vont s'y arrêter pour notamment le thermalisme, l'écurisme, mais aussi pour l'hôtellerie, puisqu'il va développer une hôtellerie avec aussi un petit peu des festivités. Donc toute la bonne société genevoise et aristocratique va se presser au terme de Saint-Gervais. C'était la mode de venir au terme après. C'était la mode de s'arrêter ici, et vraiment ça va devenir un lieu de passage finalement sur la route entre Sallanches et Chamonix. Par rapport à aujourd'hui, les termes, qu'est-ce que ça représente? Ça continue de représenter quelque chose d'important? Pareil, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui passent ici à Saint-Gervais pour ces termes. Tout à fait. Aujourd'hui encore, les termes continuent d'avoir une activité aussi thermale, plus médicinale, avec toute une partie pour la dermato. Ils ont aussi acquis une très bonne réputation dans les années 50-60, notamment dans le soin des grands brûlés. Et puis il y a aussi toute la partie bien-être aussi qui se développe. Merci beaucoup Oliviane, on va continuer aussi notre visite dans Saint-Gervais, on va aller du côté de l'église de Saint-Gervais. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces termes et puis à bientôt. Bonne balade. Lucie, on vous a rejoint ici, on est dans l'église de Saint-Gervais, vous êtes responsable ici de la culture à Saint-Gervais. Cette église de Saint-Gervais, elle vient d'être restaurée, mais elle a toute une histoire. Quand est-ce qu'elle est arrivée ici sur cette commune de Saint-Gervais? Alors cette église de Saint-Gervais-Saint-Protais, elle a été construite à la toute fin du XVIIe siècle, elle a été inaugurée en 1698. Elle a été construite sur les bases d'un édifice médiéval dont il ne reste aujourd'hui plus que le clocher. Et elle a été construite par un architecte qui s'appelle Jean de Lavougne, qui était un architecte qui a beaucoup travaillé ici dans la région, puisqu'il a travaillé aussi sur Saint-Nicolas-de-Véros, un petit peu plus haut sur la commune, et puis aussi au Contamine-Montjoie. Oui, parce que c'est très coloré comme église, c'est pas du tout austère, c'est extrêmement coloré. Alors c'est une église très colorée, en effet. Pour autant, lorsque on a restauré l'église en 2016, on a choisi de rendre un aspect très sobre, avec des murs très clairs, ce qui n'était pas forcément le cas initialement, parce qu'au moment de la restauration, on a fait intervenir un maître verrier contemporain, le père Kim En-jong, qui a créé, à l'occasion de la restauration de l'église, une série de vitraux qui, eux, sont extrêmement colorés. Donc on s'est dit, pour vraiment mettre en valeur ces vitraux, il faut que les murs soient plutôt clairs. Alors l'histoire de cette église, il y a eu beaucoup de restaurations, elle a été détruite en partie, enfin le clocher a été détruit en partie. Oui, il y a eu un incendie du clocher en 1792, donc, qui a brûlé une partie du clocher, et puis la partie latérale du chœur. Le retable à cette période a beaucoup souffert, et c'est pour cette raison qu'en 1822, en fait, Jean Eschorn a restauré complètement le retable. Et à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il avait complètement modifié les couleurs. Donc le retable tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est le retable avec les couleurs de 1822.
Alors justement, on va parler plus en détail de cette restauration. Quand est-ce qu'elle a débuté? Elle est très récente et elle vient juste de s'achever. Exactement. Alors il y a eu des campagnes de restauration successives puisque dans un premier temps, on a restauré le sol de l'église avec l'installation d'un nouveau système de chauffage et puis la toiture. Et puis la dernière phase de restauration, la plus visible puisqu'il s'agit de tous les décors intérieurs et en façade, elle a eu lieu de mars à décembre 2016 et elle a eu lieu dans le cadre d'un projet européen transfrontalier qui s'appelle Itineras et qui a vocation à présenter et à valoriser le patrimoine culturel dans la commune de Saint-Gervais en France et puis en Italie dans le Val d'Oste, la commune de Valgrisanche. Ces deux communes, en fait, elles ont la particularité d'avoir un patrimoine religieux et culturel très riche, de nombreuses églises, des chapelles, des oratoires et des croix de chemin. Sans ça, la restauration aurait été plus difficile, n'aurait pas été possible? La restauration aurait eu lieu de toute façon, mais peut-être dans une période plus longue, puisque restaurer un bâtiment comme l'église de Saint-Gervais, ça demande des financements très importants. Et là, on a pu bénéficier d'une partie de financement européen. Elle a une vraie place importante, cette église de Saint-Gervais, elle est au cœur du village, elle a une vraie place importante pour ses habitants aussi? Tout à fait, vous l'avez dit, elle est au cœur du village, donc c'est le bâtiment devant lequel passent les Saint-Gervelins tous les jours et ils ont découvert avec plaisir à sa réouverture que l'édifice sombre, abîmé, noirci par le chauffage qu'ils avaient en tête depuis les années 60, en fait, était un lieu assez magique. Eh bien, merci beaucoup. Et là, on va filer une autre église, direction Saint-Nicolas-de-Véroz, elle aussi très colorée. On va aller voir tout ça. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors Caroline, bonjour. On vous a rejoint ici, on est dans l'église de Saint-Nicolas-de-Véroz. Vous êtes guide du patrimoine sur la commune de Saint-Nicolas-de-Véroz. On vient de quitter, nous, l'église de Saint-Gervais, une église baroque aussi. Quelle est l'histoire de cette église ici à Saint-Nicolas-de-Véroz qui est magnifique? Alors, cette église a été construite de 1725 à 1729 à l'emplacement d'une ancienne église de style roman qui tombait en ruine au début du XVIIIe siècle. Donc on s'est servi de l'argent des expatriés saint-nicolatins, donc des personnes qui vivaient au village mais qui ont été faire du colportage dans les pays alémaniques et qui se sont installés dans ces pays alémaniques. On les appelle maintenant les expatriés et eux ont réussi à faire fortune et sans oublier leur village natal, ils ont investi de grosses sommes d'argent pour leur village et notamment dans la construction d'un très bel édifice au village. Alors donc c'est un style baroque, c'est ça? C'est très coloré? Oui, alors le style baroque, il est très visible dans cette église grâce à la lumière, grâce aux couleurs, grâce également à plein d'éléments comme les colonnes torsadées, comme les angelots. Tout ça font que c'est une très belle église baroque, même si elle a aussi du style néoclassique qui est venu s'harmoniser parce qu'il a fallu plus d'1 siècle et demi pour la terminer, cette église. Et donc même si elle a été commencée sur un style baroque, elle a été finie sur un style néoclassique, notamment avec toutes les voûtes. 1 siècle et demi pour la construire, c'est très long. Quelle a été la raison de cette si longue période pour la construire? Alors il a fallu aussi longtemps parce une trentaine d'années après le début de la construction de cette église, la paroisse de Saint-Nicolas qui occupait la moitié de la vallée, tout le flanc ouest de la vallée, elle s'est séparée d'avec le quartier d'en haut, c'est-à-dire les Contamines. Les Contamines n'étaient pas un village, c'était le quartier, un alpage de la paroisse de Saint-Nicolas. Et de 1751 à 1760, un procès s'engage pour que pour que le village des Contamines devienne indépendant au niveau paroissial et au niveau communal. Donc 9 ans de procès que les Saint-Nicolatins ont perdu. Les Contamines sont devenus une paroisse indépendante en 1760 et il faudra attendre encore 10 ans, 1770, pour qu'ils obtiennent leur indépendance communale. Mais du coup, comme les Saint-Nicolatins ont perdu, ils ont dû payer une partie de ce procès qui a été très long et très coûteux. Et en plus, on a perdu la moitié des paroissiens. Et comme ce sont les paroissiens qui ont payé cette église, avec 2 fois moins de personnes et 2 fois moins d'argent, il faut 2 fois plus de temps. Elle a toujours eu une place très importante, cette église?
Oui, c'est une église paroissiale, une grande paroisse, la paroisse de Saint-Nicolas, entre le 15e et le 18e siècle. Il fallait monter des contamines pour venir à la messe tous les dimanches à Saint-Nicolas. Il fallait accueillir entre 1200 et 1400 paroissiens qui s'étalaient sur tous les hameaux de la vallée et de la paroisse. Du coup, c'est, on va dire, le point de ralliement central pendant toute cette période. Et puis, une église, à cette époque, c'était indispensable aussi pour la prière, pour se protéger. Et donc, c'est pour se protéger de la montagne, on se mettait sous la protection de l'église catholique. Et les Saint-Nicolatins étaient de grands catholiques. On a regardé un petit peu, on a préparé un petit peu, on a vu. Donc, il y a vraiment des détails assez impressionnants sur tous les décors. Il y a vraiment beaucoup de détails et beaucoup. C'est ça aussi, donc vous le disiez, la particularité du baroque, c'est le côté de tous ces détails, toutes ces couleurs. Oui, parce que le baroque, c'est de l'apprentissage aux paroissiens. Donc le paroissien, lorsqu'il rentre dans une église baroque, il y a d'abord toutes ces peintures sur les murs qui font comme une catéchise imagée, c'est-à-dire une bande dessinée où on va retrouver l'histoire de la religion. Un élément aussi indispensable dans les églises baroques et que l'on retrouve partout, c'est ces immenses retables. Donc c'est des immenses pièces de bois qu'on appelle également un mur de foi. Et cette immense pièce de bois va raconter l'histoire de la religion, mais aussi l'histoire du saint protecteur de l'Église. Ici, on est sous la protection de Saint Nicolas de Myre. C'est pour ça qu'on a ce très beau tableau de style baroque qui a été peint au XVIIIe siècle, qui est au plein centre de ce retable. Aujourd'hui, cette église, elle est indissociable de Saint-Nicolas de Véros. Quand on pense à Saint-Nicolas de Véros, on pense forcément à son église. Oui, parce que déjà, ça fait un immense bateau au fond d'une vallée, accolé au flanc du Mont-Joli, un lieu de visite parce que les gens aiment se recueillir. Il y a une âme, ça c'est ce que disent toutes les personnes qui passent dans cette église, une âme, une envie de se recueillir et ça apporte paix et sérénité, en tout cas, pour tous ceux qui entrent. Merci beaucoup, Caroline, et puis on file au musée. Merci à vous. Alors Caroline, on est sorti de l'église, on est juste à côté de cette église, on est dans le musée d'art sacré. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée ? Alors, ce musée est le lieu où on a accueilli en fait tous les objets payés et rapportés par les colporteurs saint-nicolatins. Donc, les colporteurs saint-nicolatins, en fait, ce sont des personnes de Saint-Nicolas qui sont partis de la vallée vers les pays alémaniques pour aller faire du commerce et en tant que commerçants ambulants, ils sont partis dans le commerce de la mercerie. Donc ils louaient leurs services à de grands marchands merciers de Genève et ensuite ils partaient revendre cette marchandise dans les pays alémaniques. Donc en Suisse allemande, en Allemagne. Et certains sont partis beaucoup plus loin, sont partis jusqu'en Pologne, mais là, ils ne revenaient pas au pays, ils se sont expatriés. Et c'est donc grâce à l'argent de ces colporteurs et de ces expatriés et à leur générosité, à leur foi en la religion catholique, qu'on a pu avoir une très belle collection d'objets qui étaient là, bien sûr, pour des objets de culte, pour faire les messes dans l'église, mais également dans les chapelles privées. Oui, parce que c'est des objets qui sont assez exceptionnels, qui sont extrêmement bien conservés et qui sont classés aussi. Oui, tout à fait. Il y a à peu près une quarantaine d'objets exposés. La collection, le trésor de Saint-Nicolas, c'est à peu près 200 objets, vêtements liturgiques compris, et ce sont des objets admirables. Votre pièce préférée ? Si vous en aviez une. Ma pièce préférée. Alors, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup, c'est la statue de Notre-Dame des Ermites, parce que ça montre que dans une vallée, on ne restait pas enfermé dans la vallée, mais on pouvait aller donc soit travailler, les colporteurs merciers, mais on pouvait partir également en pèlerinage pour le culte de la Vierge Marie. Et les Saint-Nicolatins avaient pris l'habitude d'aller au moins une fois dans leur vie à Einsiedeln,
50 km au sud-est de Zurich, donc entre 10 et 12 jours de marche depuis le village, et ils ont ramené une très belle statue du XVIIe siècle qui se trouve ici dans le musée. En quoi ce musée il est important, c'est important d'avoir ce musée juste à côté de cette église? Alors déjà parce que ça fait le lien baroque. On a un très beau lieu avec l'église, on a de très beaux objets. Il faut aussi raconter l'histoire des hommes. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes visites, c'est qu'on raconte l'histoire de nos ancêtres. Une vie qui n'était pas facile, qui était très compliquée. La vie au village, elle était parfois compliquée. Et il y avait beaucoup de famine, il y avait beaucoup de disette. Jusqu'au 18-19e siècle, on ne vivait pas bien dans les Hautes-Vallées. Donc ils ont eu le mérite de partir de la vallée pour aller chercher du travail, pour pouvoir faire vivre la famille au village. Et donc ces ancêtres, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier que sans leur foi, on n'aurait rien à Saint-Nicolas. Alors vous l'avez dit, il y a une quarantaine d'objets là exposés, mais vous n'en avez pas 40, vous en avez qui sont cachés et vous en ressortez tous les ans, donc il faut venir au moins une fois par an. Oui, tout à fait. Ça, c'est le rôle de la conservatrice municipale qui a la charge de tous les ans changer la collection permanente. C'est aussi pour ça qu'on a des fidèles visiteurs qui viennent tous les ans parce qu'on arrive à changer la muséographie. Et sur les 40 objets exposés, une quinzaine, une vingtaine restent exposés de façon permanente, même si elles changent de vitrine. Et puis, on en apporte d'autres parce que le trésor, c'est à peu près 200 objets. Très bien. Et si on vient du côté de Saint-Gervais et de Saint-Nicolas-de-Véros, on passe forcément ici à l'église et au musée. On trouvera une équipe qui est passionnée et il y a de quoi voir. Il y a des très belles choses à voir. Oui, tout à fait. Et puis, il y a également des visites guidées qui font le pendant. Donc, pareil, le vendredi, pendant les vacances scolaires, où vous pouvez avoir une visite guidée où on va vous emmener sur le chemin des colporteurs. Très bien. Merci beaucoup Caroline de nous avoir fait découvrir cette infime partie. Si on veut en découvrir plus, on vient sur place. Merci beaucoup. Tout à fait, merci beaucoup à vous aussi. C'est déjà la fin de cette émission. On était ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir Saint-Gervais et Saint-Nicolas-de-Véros. On termine cette émission avec cette magnifique vue sur le massif du Mont Blanc. On espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir si vous voulez visiter et découvrir ces deux villes. Nous, on se retrouve dans 15 jours. On sera du côté du Grand Bornand. En attendant, on se retrouve sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. À bientôt pour Vue d'ici.